Je vous propose de démarrer donc, cette table ronde. Donc, bonjour, donc, merci pour votre participation. Donc, je m'appelle Christophe Lancelot, donc, je suis Senior Manager chez Investment Partners dans la practice Corporate and Investment Banking. Donc, aujourd'hui, nous allons donc aborder le sujet de la blockchain autour d'une table ronde. Donc, le thème est enjeux et perspectives. Donc, cette table ronde sera animée par Andrea Tuccino, donc nos journalistes de la revue PubliNews. Nous avons également le plaisir d'accueillir 5 participants. Clément Berger-Lefranc, donc, qui est cofondateur et CMO, donc Chief Marketing Officer de Legis. Nous avons également Guillaume André. Donc, Guillaume André s'occupe de stratégie et de veille sur la transformation digitale à la Banque de France. Ensuite, nous avons Hubert de Vauplane, qui est avocat partner chez Kramer-Livin. Ensuite, nous avons François d'Orléans, qui est cofondateur et Chief Operating Officer de Stratum. Et pour finir, nous avons Quentin de Beauchesne, qui est fondateur de CryptoFR et cofondateur de la Chaintech. En termes d'agenda, donc, dans le slide suivant, donc, je vous parlerai de points d'ancrage, de points à retenir sur le sujet blockchain. Puis je passerai la parole à Andrea qui donc abordera 4 thèmes de discussion. Et pour finir, donc, nous aurons une session de questions-réponses. Donc voilà, donc la blockchain. Donc qu'est-ce que la blockchain? Donc la blockchain est une technologie de stockage et de transmission de données qui se fait donc de manière transparente, sécurisée et sans organe central de contrôle. Donc j'imagine qu'ici tout le monde a entendu parler de la blockchain. Aujourd'hui, la blockchain est partout. On entend parler partout et ce de manière globale. Notamment, une revue a fait une étude pour étudier le nombre d'articles qui étaient publiés sur la blockchain. Donc depuis 2008, donc, on remonte aux origines de la blockchain. Entre 2008 et 2016, il y a eu plus de 2500 articles publiés sur la blockchain en France, et dont 1600 en 2016. Donc cet intérêt va croissant, se traduit également par de nombreux investissements au niveau du venture capital, donc dans cette technologie, avec 300 millions de dollars investis en 2014, 480 millions de dollars investis en 2015, et a priori en 2016 on va sur ce même trend. On avait donc plus de 300 millions de dollars à la mi-année. Voilà, donc quels sont les secteurs qui s'intéressent à la blockchain? Donc en fait c'est un peu tous les secteurs, mais essentiellement la banque, les entreprises technologiques et les gouvernements. Mais on a également donc, le secteur de l'énergie, le secteur de la santé, etc., etc. Alors, pour quelles raisons les banques s'intéressent à la blockchain? Donc, essentiellement, aujourd'hui, elles s'en servent comme un outil d'optimisation de leur supply chain. Donc, il y a énormément d'opportunités pour réduire les coûts, mais également pour réduire les risques, donc risque opérationnel, mais aussi le risque de contrepartie. Également, d'autres raisons sont la désintermédiation, l'eurodatage des transactions, l'auditabilité des transactions et la sécurité qui s'effectue par l'usage de cryptographie. Voilà, donc quels sont les domaines d'application? Donc il y a trois grands domaines. Donc le transfert d'actifs, donc le plus connu et qui existe à l'heure actuelle, donc c'est le transfert d'argent, donc les paiements. Ensuite, la certification d'identité et troisièmement, l'exécution automatisée d'un contrat. Donc ici, c'est les smart contracts. Voilà, quels sont les freins à l'heure actuelle donc pour un déploiement à grande échelle de la blockchain? Donc il y en a pas mal et ça dépend en fait des acteurs. J'ai identifié ceux qui me semblent les plus importants. Donc tout d'abord, le problème de performance, surtout sur la blockchain publique. Donc aujourd'hui, avec la blockchain, donc celle du Bitcoin, on arrive à un maximum de 7 à 10 transactions par seconde, quand la plupart des applications financières, par exemple le réseau Visa, a besoin de traiter des dizaines de milliers de transactions par seconde, et les systèmes de trading, sur certains pics d'activité, ont besoin de traiter des centaines de milliers de transactions par seconde. Donc aujourd'hui, on est encore un petit peu loin du compte en termes de performance.
Ensuite, il y a les aspects donc, juridiques et réglementaires. Donc, cette technologie soulève pas mal de problèmes, notamment, par exemple, imaginez que vous avez un smart contract qui ne s'exécute pas correctement. Qui est responsable pour le problème? Si cette erreur cause des pertes d'argent, qui va être responsable? Donc ça, c'est des problématiques qui aujourd'hui sont discutées par les régulateurs, mais également par des juristes un petit peu partout dans le monde. Voilà. Et pour finir, donc, qui sont les acteurs de la blockchain aujourd'hui? Donc aujourd'hui, il y a une multitude d'acteurs. Donc ils se divisent d'ailleurs en deux catégories. Donc ceux qui développent des blockchains publiques et ceux qui développent des blockchains privées. Donc notamment pour les blockchains publiques, donc Ethereum donc est très connu, mais aussi Blockstream. Et pour les blockchains privées, donc on a toute une myriade d'acteurs, donc tels que la blockchain Ripple, d'Hyperledger, d'Eris et Settle, et également le consortium R3. Donc aujourd'hui, aucun de ces acteurs s'impose sur le marché. Donc chacun travaille dans son coin en essayant d'expérimenter différents use cases. Et donc sans doute qu'à terme, 2 ou 3 technologies émergeront. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Andrea. Merci Christophe pour cette introduction. Je vous propose de démarrer tout de suite la table ronde avec un premier thème focalisé sur l'état des lieux de la blockchain et une première question qui s'impose, une définition de la blockchain et surtout la clarification du rapport entre blockchain et Bitcoin puisque les deux éléments sont liés. Et sur ce point, je donnerai la parole en premier lieu à François d'Orléans pour une clarification technique. Bonjour à tous, merci à Investance Partner de m'avoir invité aujourd'hui. Ce qui est passionnant avec la question de la définition de la blockchain, c'est qu'on n'a pas de définition unique et toutes les définitions qu'on peut donner ne sont pas forcément solubles ensemble. Alors on pourrait commencer de façon assez abstraite par donner une définition quasiment philosophique de ce qu'est la blockchain. Ce que je pourrais vous dire très rapidement, c'est qu'une blockchain, ça peut être considéré comme une ligne temporelle qui fait consensus entre différentes parties prenantes qui vont redater des faits ou des actifs et avoir donc un accord, un consensus sur comment se sont déroulées cette histoire et ne pas pouvoir la transformer. Une autre définition philosophique intéressante, ce serait de dire que c'est une formidable machine pour donner de l'identité, de la donnée digitale typiquement, donner de l'identité à ce qui est intangible, ce qui n'en a pas. Et donc pouvoir tracer l'ensemble de ces échanges au sein de ce registre distribué. Une définition un peu plus technique maintenant, c'est de regarder 3 éléments fondamentaux qui composent les blockchains avec un S, sans rentrer dans le débat public-privé. Ces blockchains vont être composées premièrement d'une chaîne de hash, une chaîne de blocs, où chaque bloc est lié cryptographiquement les uns aux autres, et on ne peut pas casser ou modifier ce maillon cryptographique entre les blocs. Le deuxième élément, c'est quel type de transactions sont insérées au sein de ces blocs. Le premier type, c'est ce qu'on va appeler en anglais des ledger entries. J'envoie un bitcoin d'une personne à une autre personne, c'est une entrée dans le grand livre de compte de la blockchain. Une autre transaction, ça va être un hash. Un hash, c'est l'empreinte unique cryptographique d'un document. Prenez n'importe quelle donnée machine, n'importe quel document, vous le hashez, vous le déposez dans la blockchain, vous avez la preuve d'existence. Et le troisième type de transaction, c'est ce qu'on appelle les smart contracts. Alors c'est de l'automatisation, c'est du logiciel qui va être distribué, et on va automatiser des règles selon des entrants dedans. J'ai telle et telle condition, alors on effectue telle autre sortie du logiciel. Et enfin, ce qui parachève une blockchain, c'est ce qu'on va appeler un modèle de consensus. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que différents nœuds, ou des mineurs dans le cadre du Bitcoin, c'est une sorte d'ordinateur, des nœuds, vont s'accorder pour partager le même état de la donnée en quasi-temps réel, et discuter entre eux pour s'accorder sur cette donnée. Donc voilà, c'est les 3 éléments fondamentaux techniques d'une blockchain. Merci. Et j'aimerais maintenant céder la parole à Guillaume André pour une vision un peu plus réglementaire. Justement, la Banque de France s'était positionnée plutôt en mode alerte sur le Bitcoin. Quid de son positionnement sur la blockchain ? Alors, sur la blockchain, fondamentalement, en fait, nous n'avons pas de position sur la blockchain parce que nous n'avons pas à en avoir. Enfin, en tout cas, la blockchain en tant que telle étant un sous-jacent technique. A priori, tout dépend à la fois en termes de régulation, d'autorisation, de contrôle, ce qui en effet est donc le cas d'usage pour lequel elle est utilisée. Dans le cas du Bitcoin, on parle donc de monnaie ou en tout cas d'un actif électronique, et il y a un certain nombre d'exigences qui ont été émises par la Banque de France. Premier point, c'est que ce n'est pas reconnu comme une monnaie par la Banque de France. Deuxième point, c'est que les plateformes d'échange
sont soumises aux mêmes obligations que des plateformes de paiement, mais il existe des plateformes d'échange, enfin de conversion euro, bitcoin autorisées, et elles sont soumises dans ces cas-là aux mêmes exigences qu'un prestataire de paiement, c'est-à-dire l'identification essentiellement des parties. Et donc, encore une fois, le point sur lequel la réglementation s'applique est essentiellement l'utilisation qui en est faite. Et deuxième question qui vous est destinée, comment évolue le positionnement des banques françaises sur ce sujet ? Alors, les banques françaises, moi, ce que je peux observer, en tout cas pour celles avec qui j'ai été en contact, la majorité des banques, en tout cas des grandes banques, des banques françaises du top 10, est impliquée dans l'un des consortiums qu'on a pu évoquer, soit que ce soit dans R3 ou à des interactions avec Hyperledger, en tout cas est impliquée dans l'un de ces consortiums, mais qui rassemble un nombre conséquent d'acteurs, donc j'ai envie de dire à peu près tout le monde a un pied dedans. Et ensuite, par ailleurs, ces consortiums-là, ils travaillent quand même généralement sur des échanges d'assets, sur le cœur des infrastructures, et donc plutôt dans une perspective prospective, mais sur des choses qui sont assez long terme finalement, avec des évolutions de marché, avec des réflexions, mais sur du long terme. Et par ailleurs, il y a les banques, et là de façon un peu plus isolée, ont des travaux là sur des périmètres fonctionnels, sur des use cases qui sont, j'allais dire, un peu plus modestes, sur des activités qui sont aujourd'hui peu outillées, peu automatisées, et là pour lesquelles on peut citer ce qui se fait, par exemple les initiatives autour des mini-bonds, les initiatives qui se font de la même manière aux États-Unis autour de l'over-the-counter, donc tout ce qui est échange, premier marché, second marché de participation d'entreprise, de part d'entreprise, d'equities. Donc on a ces deux, on a ce positionnement. Donc, pour en résumer, la majorité des banques font quelque chose aujourd'hui, avec des initiatives tactiques d'un côté sur des périmètres limités, et puis avec aussi une participation à des réflexions, à des choses beaucoup plus prospectives, et là plutôt dans le cadre de consensus de place. Voilà. Merci. Je vous propose de passer tout de suite au second thème, qui est axé un petit peu plus sur la technologie et la stratégie. Donc, première question destinée à François d'Orléans. Donc, aujourd'hui, les banques testent donc les smart contracts. On parle beaucoup d'expectatives sur les échanges sécurisés. Quelles sont, selon vous, les potentialités de la blockchain dans le secteur bancaire ? On est vraiment donc encore au tout début de l'application de la blockchain dans le secteur bancaire. Les grandes applications, si on regarde par exemple le secteur du cash equity, ça va être de, évidemment, simplifier toute la chaîne de valeur des process. Quand un broker émet un trade, quand cet ordre d'achat ou de vente passe au niveau de la plateforme de stock exchange et ensuite vers un dépositaire central de titres. Donc l'idée, ce serait d'avoir une distribution d'une donnée certaine, beaucoup plus rapide, et de diminuer le temps de règlement livraison. L'idée, ce serait d'arriver à T+0 pour faire du règlement livraison. Maintenant, il y a une grande difficulté technique, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire tourner des pilotes au sein de banques, de plateformes de stock exchange, pour vérifier un certain nombre de critères à la fois technologiques et réglementaires. Et ce dont on s'aperçoit, et ce qui est intéressant dans l'évolution de cette technologie, c'est qu'on part de Bitcoin, donc un registre peer-to-peer, pair à pair, complètement distribué, où, pour employer des termes pas trop techniques, on va dire que c'est un système qui est déterministe. C'est-à-dire que quand vous faites une transaction au sein de Bitcoin, ça sort d'un portefeuille et ça rentre dans un autre portefeuille. Et donc vous pouvez rejouer 100 000 fois la transaction, vous avez de l'immuabilité, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, la grande difficulté quand on travaille avec de la donnée réelle, c'est-à-dire de la donnée qui est exogène à la blockchain, la grande difficulté qu'on a, c'est à rétablir ce déterminisme-là et à être sûr de l'ensemble de la chaîne de valeur. Je vais vous prendre un exemple concret. Aujourd'hui, donc, dans les pilotes qui tournent auprès des acteurs financiers, on va avoir des cas de table de capitalisation où on va simplifier l'échange de données, pour l'instant avec de la donnée réelle. Typiquement, c'est ce que fait Nasdaq, ce qui a été annoncé publiquement. Mais la grande difficulté que vous avez, c'est très bien, ça a apporté du bénéfice, ça apportera du bénéfice pour les parties prenantes pour lisser l'échange d'informations. Maintenant, comment est-ce qu'on sécurise l'intrant de cette information dans la table de capitalisation ? Comment est-ce qu'on s'assure que le broker qui a passé un trade respecte toutes les conditions réglementaires ? Comment est-ce qu'on s'assure que l'émission de nouveaux actifs au sein de cette table respecte toute la documentation légale qui est derrière ? Et ça, aujourd'hui, Stratum notamment travaille sur des nouvelles briques technologiques pour sécuriser l'entrée de cette donnée.
Et donc ce qu'on imagine en termes de, si on peut donner une perspective de mise en application, 2017 va être encore une année de pilote, de test. Il n'y aura pas de mise en production massive. Et on pense, pour notre part et dans les discussions qu'on a avec différents acteurs, pas seulement européens mais aussi américains, d'avoir une mise en production fin 2017, début 2018, en parallèle avec des systèmes legacy. Et c'est un point d'ailleurs très important de savoir comment est-ce qu'on fait tourner les blockchains avec des systèmes legacy. On pourra peut-être y revenir. Merci. Clément Berger-Lefranc, quid des potentialités de la blockchain dans le domaine de l'assurance ? Oui, effectivement, dans le domaine de l'assurance également, on a énormément de potentialités. On a d'abord toutes les problématiques réglementaires. Aujourd'hui, dans l'assurance, un peu comme dans la finance, on est asséné d'évolutions réglementaires permanentes avec des exigences toujours plus importantes. Et concrètement, un registre distribué, partagé, va nous permettre, sur certains points, de pouvoir accélérer les processus ou au moins de normaliser les processus. Alors, pour des exemples vraiment concrets, notamment sur le KYC, le Know Your Customer, on a la capacité avec la blockchain de pouvoir certifier des éléments de KYC et de faire une distinction assez précise entre des données purement personnelles et des données de certification dont on a l'obligation en termes de KYC. Il y a d'autres types d'usages qui peuvent être beaucoup plus concrets et rapides, notamment sur les éléments de signature électronique. Les assurances et les assureurs ont pris un risque il y a quelques années sur la mise en place de signatures dématérialisées. Aujourd'hui, avec la blockchain, on a la capacité et la possibilité technique de backuper, si ce n'est pas remplacer dans un premier temps, mais à moyen terme remplacer, mais dans un premier temps et actuellement backuper ces systèmes en rajoutant une valeur probatoire. Donc ça, c'est les premières applications très précises. Et puis après, on peut commencer à aller plus loin en fonction des évolutions technologiques. Notamment, on parle d'assurance pair à pair, ces dimensions-là. Après, il y a d'autres types de considérations qu'il faut prendre en compte à partir du moment où on commence à faire de l'assurance pair à pair. Est-ce qu'on ne revient pas plus dans une logique de pari, d'évaluation d'un risque et d'une prise de pari d'individu à individu? Merci. Autre secteur qui est appétant à la blockchain, le secteur des paiements, qui est actuellement en phase d'évolution non seulement stratégique mais également réglementaire. Quentin de Beauchesne, quelles sont selon vous les perspectives de la blockchain du côté des paiements ? Du côté des paiements, en fait, c'est assez complexe, ça dépend de comment on le voit. Pour tout ce qui est Bitcoin, en fait, la blockchain Bitcoin va permettre de révolutionner en bonne partie la partie des paiements, surtout pour tout ce qui est rémittance internationale. Transfert d'argent, c'est ça ? C'est ça, faire du transfert d'argent international avec Bitcoin devient beaucoup plus simple, et surtout pour des très grosses sommes et relativement peu chères. Parce que sur Bitcoin, en fait, quand on fait une transaction, la transaction ne coûte pas en fonction de la valeur qu'on va envoyer, mais en fonction du nombre de données qu'on envoie. Ce qui veut dire que si qu'on envoie 1 milliard de dollars ou 1 euro, ça ne change pas grand-chose. Donc on peut imaginer que, par exemple, un groupe d'assurance qui est à la fois en Argentine et en France décide de faire sa rémittance à l'intérieur même de l'entreprise avec Bitcoin afin de transférer de l'argent d'un pays à l'autre, et ce, très rapidement. Sinon, pour le paiement, par contre, on a aussi entendu assez souvent que Bitcoin pouvait peut-être remplacer Visa, et ça, c'est quelque chose qui est relativement faux, vu que pour le moment, on est encore à 7 transactions par seconde, comme ça a été dit avant, et que de toute façon, en fait, vu la taille, vu que les données sont stockées par tout le monde en tout point du réseau, on arriverait sur des tailles de stockage qui sont absolument impossibles.
Ce qui fait qu'en fait, actuellement, on a des layers au-dessus de Bitcoin ou au-dessus d'Ethereum qui sont en train de se créer pour faire de la transaction de paiement très rapide. Sur Bitcoin, ça s'appelle Lightning Network. Il y a un consortium de différentes startups qui sont en train de travailler dessus. En France, on a A5, qui est une startup qui travaille dessus actuellement. Il y a Blockstream, comme on en avait parlé dans un slide précédent. Et il y en a quelques autres aussi qui travaillent dessus. L'objectif là est de faire du 100 000 transactions par seconde. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus proche de systèmes de paiement comme Visa. Sur Ethereum, il y a quelque chose qui s'appelle Raiden qui fonctionne à peu près de la même manière. Et voilà, à peu près. Merci. Autre sujet central quand on parle de blockchain, la réglementation et les questions juridiques. Et sur cet aspect, je vais céder la parole à Hubert de Veuplane pour un éclairage sur l'état des lieux juridiques de la blockchain en 2016. Si je voulais être bref, je dirais qu'il ne se passe rien. Après, c'est plus compliqué. D'abord, comme vous l'avez compris, il n'y a pas une blockchain, mais il y a plusieurs blockchains, et il n'y a pas une technologie, mais il y a plusieurs technologies. Donc déjà, quand on parle de la blockchain, de quelle blockchain parle-t-on? Alors, je me tourne vers mes voisins qui sont beaucoup plus experts que moi, mais ça, c'est en importance, vous verrez après, parce que quand on dit c'est quoi le rapport entre la blockchain et le droit, en vérité, il faut subdiviser les questions de la législation, des questions de réglementation, des questions de gouvernance et les questions du contrat. Je serai bref. Les questions de législation. La loi, elle n'a rien à dire sur la blockchain, elle est neutre. Par contre, la loi, elle peut inciter à reconnaître les effets de la blockchain. En disant, par exemple sur les mini-bons ou autres, que une activité, une transaction qui passe par une chaîne de blocs a des effets juridiques. Mais la loi ne va pas légiférer sur une technologie. C'est absurde, ça n'a pas de sens. D'accord ? Donc la loi, elle pourra légiférer sur les effets de la technologie, mais pas sur la technologie elle-même. Donc ce qu'on voit comme initiative à droite à gauche, la France étant, une fois n'est pas coutume, l'une des pionnières, c'est reconnaître les effets juridiques de la blockchain dans certains types de cas. Notamment, aujourd'hui, dans certains titres qui s'appellent des mini-bons, et puis plus généralement avec l'ordonnance Sapin 2, qui est une deuxième disposition qui intègre la blockchain dans la loi, donner des effets juridiques à la tenue de registre sur les titres non cotés. Mais on pourrait prévoir bien d'autres choses. Quand je dis que la loi n'a pas d'effet, ne légifère pas sur une chaîne de blocs ou une technologie, se pose quand même la question les informations qui sont dans cette chaîne de blocs, quelle est leur force juridique? Puisqu'on parle à un moment de smart contract, on reviendra tout à l'heure, est-ce qu'il faut dupliquer le contrat papier juridique, si je puis dire, dans l'information qu'il contient dans la chaîne de blocs, ou est-ce que je peux me satisfaire d'un contrat sous un format totalement électronique et crypté qui prendra la forme d'un smart contract? Et là, on voit bien qu'on touche à des questions purement de droit, c'est la question de la preuve. Est-ce que les informations qui sont dans la chaîne de blocs, ce ne sont que des éléments de preuve au contrat qui existent par ailleurs, ou est-ce que les éléments qui sont dans la chaîne, les informations qui sont transmises et stockées, sont en quelque sorte le droit lui-même? Je reprends mon exemple d'une tenue de registre de titre non coté. Est-ce que les informations que je vais indiquer dans la chaîne de blocs sur savoir qui est actionnaire et la chaîne d'actionnaires suite aux sessions qui ont intervenu, est-ce que c'est une preuve de ce qui existe par ailleurs dans mon beau cahier que je tiens à côté, ou est-ce qu'il suffit que j'écrive ces informations dans la chaîne de blocs et l'information qui est dans la chaîne de blocs a force juridique? Voilà les questions qui se posent, qu'on peut dupliquer pour les cadastres, les machins, etc. Donc la loi, elle est neutre sur la technologie, elle est active sur les effets de ce qui est écrit dans la chaîne. Après, il y a la réglementation, ça a été évoqué tout à l'heure. La réglementation, c'est faut-il que un utilisateur de cette technologie, doit-il avoir un statut particulier? La réponse est encore une fois non, sauf si il se trouve que cette technologie produit des effets qui nécessitent un statut particulier. Je reprends mon exemple de la tenue de registre.
et notamment dans ses effets dépositaire central ou teneur de compte. Ce sont des activités qui demandent un statut, tout comme celui de convertir des devises. Il y a donc un statut, donc il faut à chaque fois que j'utilise la technologie, me poser la question, est-ce que cette technologie, par sa fonctionnalité, me conduit à effectuer un travail qui est un travail qui nécessite un statut. On l'a vu pour l'échange devises contre Bitcoin, mais ça se pose pour les dépositaires centraux, tout ce que vous voulez, etc. Donc deuxième question qu'on doit se poser, c'est, encore une fois, le statut. Troisième question, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, ça dépend du type de chaîne. Soit ce sont des chaînes Bitcoin ou Ethereum qui sont publiques, et dans ce cas-là, comme on dit chez nous, code is law, c'est-à-dire que le code se suffit et il n'y a pas besoin d'avoir l'interférence d'un tiers. À quel titre? C'est presque un oxymore qui viendrait dire voilà ce qui se passe. Donc tout ce qui est écrit dans la chaîne est vos lois, et je ne vais pas changer ce qui est écrit par une règle de majorité qui pourrait être fluctuante en fonction de je ne sais pas quoi. Donc, chaînes publiques, chaînes privées, qui sont plutôt les endroits où vont aujourd'hui les assureurs et les banques, qui sont plutôt des clubs. On appelle ça consortium, c'est plus chic en anglais, mais un club, c'est aussi un mot anglais. Mais finalement, c'est un club qui dit dire, ben, t'es mon copain, je t'accepte dans le club, t'es pas mon copain, je t'accepte pas dans le club. Donc s'il y a un club, c'est qu'il y a quelqu'un qui fixe les règles d'entrée et les règles de fonctionnement. Alors, plus ou moins, mais grosso modo, n'importe qui ne rentre pas dans R3, dans machin, etc. Donc il faut montrer patte blanche. Et montrer patte blanche, c'est aussi accepter les règles du club, notamment pour considérer s'il y a des erreurs ou autres, comment je rectifie les erreurs. Donc chaîne publique, chaîne privée, gouvernance, qui décide finalement. Hein. Et puis après, vous avez enfin le contrat, hein, c'est-à-dire puisque beaucoup d'utilisations, on l'a évoqué tout à l'heure dans l'assurance, on l'a évoqué dans la banque, beaucoup de ces opérations sont finalement juridiquement des contrats. C'est-à-dire qu'il y a un acheteur, il y a un vendeur, il y a un assuré, il y a un assureur, qui aujourd'hui passe par un document. Et ce document, avec la blockchain, quand je le lis avec un smart contract, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que j'intègre dans un algorithme avec une clé de cryptologie des éléments juridiques du contrat. Alors, c'est-à-dire que je traduis les termes juridiques du contrat par finalement un algorithme. Alors, c'est là où il y a toute la richesse et la difficulté, c'est que quand vous mettez en place un smart contract, qui est une écriture informatique, il faut que cette écriture informatique corresponde au contenu juridique du contrat que vous voulez mettre en place. Et c'est là où, à mon sens, il y aura le plus à faire dans les différents POC et utilisations pratiques qu'on verra de la blockchain. C'est quand je vais écrire avec le langage informatique dans la chaîne de blocs le smart contract, est-ce que ce smart contract va correspondre à ce que j'aurais écrit avec des lettres et ce que je vais écrire avec des chiffres, pour faire court. Voilà, grosso modo, les 4 niveaux d'appréciation qu'on doit avoir quand sous l'angle juridique. Je rappelle, le droit, c'est-à-dire la législation, la réglementation, est-ce qu'il faut un statut, la gouvernance, est-ce que je suis dans un club ou pas dans un club, et enfin, la traduction en chiffres de ce qui est en lettres dans un contrat. Guillaume André, justement, comme on parle de réglementation, comment évoluent les réflexions sur la réglementation française et internationale, et quid des sujets sécuritaires? Oui, alors pour compléter justement, alors je rejoins Hubert sur la partie sur la réglementation. Finalement, nous ce qu'on va examiner, c'est à quel point est-ce qu'on impacte la capacité du régulateur à assurer ses grandes missions. Et donc ces grandes missions, c'est-à-dire assurer un contrôle qui permet de garantir la stabilité financière. Est-ce que finalement l'utilisation que je suis en train d'en faire va entraîner potentiellement une fragmentation du marché financier et donc globalement une perte d'efficience pour l'ensemble du système? Est-ce que ça permet toujours à l'État de percevoir son impôt? Et est-ce que ça permet de protéger le consommateur? Et finalement, ce qui peut donner lieu à des ajustements de réglementation, c'est un impact sur ces caractéristiques-là. Typiquement, si on prend l'exemple du smart contract qui était évoqué, un contrat, à un moment, et dans les statuts tels qu'ils sont inscrits aujourd'hui, c'est la rencontre, c'est l'engagement de deux volontés. Dès lors qu'on est sur des opérations qui sont relativement automatisées, blockchain et également hors blockchain, mais la question se pose particulièrement dans le cas de la blockchain, dès lors qu'on est décentralisé et dès lors qu'on a amené de l'intelligence, enfin en tout cas des conditions et des choses qui sont automatisées à l'intérieur de ce contrat, c'est à quel point est-ce que
finalement l'ensemble des acteurs autour du contrat ont bien engagé de leur plein gré leur volonté au moment du contrat et au moment de son exécution. Et finalement, c'est ce qu'on va examiner et qui pourra donner lieu à des précisions spécifiques dans le cas d'application spécifique de la technologie. Mais finalement, globalement, on est également relativement neutre vis-à-vis du sous-jacent technique lui-même. Et sur la sécurité sur les aspects sécurité, je n'ai pas particulièrement prononcé dès lors que aujourd'hui on fait de la cryptographie, on en fait aujourd'hui. On a un certain nombre d'exigences quant à la cryptographie de nos systèmes et à la capacité à protéger l'information, qui soit dans une blockchain, qui soit hors blockchain. Le fait de le distribuer remet ces questions au centre du jeu. Je pense que si on réexamine l'ensemble de nos systèmes critiques au sein des banques, on peut avoir le même regard sur leur aspect, sur leur sécurité, sur la confidentialité de mon information. Donc ces questions-là sont remises au centre. Elles sont pas fondamentalement différentes de ce que je peux connaître déjà dans mes systèmes dans mes corps systèmes existants en fait. Et François d'Orléans, compte tenu de cet état des lieux réglementaire et juridique, en tant qu'acteur du terrain, comment vous réagissez ? Si je peux revenir sur quelques propos qui ont été faits pour les compléter. La proposition Code is Law est en effet éminemment problématique et on a beau dire qu'on est complètement agnostique aux sous-jacents techniques, en fait quand on ajoute une liste de critères à la fois techniques, métiers et réglementaires, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout à fait agnostique à l'ensemble des technologies qu'on peut utiliser. La première chose, c'est dans Code is Law et le type de smart contract, on va dire, qui est utilisé sur un réseau qui s'appelle Ethereum. La première problématique quand vous structurez un smart contract sur ce réseau-là, c'est que vous voulez le définir pour un certain socle de conditions, par exemple ABC. Et récemment, on a connu un épisode où un smart contract qui vivait dans le réseau Ethereum, mais il faut être très prudent et ne pas faire de confusion entre le réseau lui-même et le smart contract qui vit au-dessus de ce réseau. On avait décidé un certain set de conditions et le code qui était assez mal rédigé a conduit à un hack directement au niveau du smart contract. Donc il avait été designé pour ABC, mais en fait on pouvait aussi réaliser ABCD, EFG. Et ce n'est pas simplement au niveau du smart contract, on pourrait aussi imaginer réaliser des hacks au niveau de ce qu'on appelle le compiler, ce qui agrège le code machine. Donc, essayer de régler dans le royaume blockchain ce qui se règle dans le royaume juridique reste encore complètement problématique. Et chez Stratum, techniquement, on a fait le choix, le design technique, et c'est un vrai choix d'architecture, de dire qu'on va toujours travailler avec du contrat papier, quelle que soit sa forme, mais un contrat qui a une vraie reconnaissance dans le royaume juridique, et le réconcilier dans le royaume blockchain. Et comme l'évoquait Hubert de Vauplane, on va pouvoir casser un contrat, en tirer des clauses avec des modules cryptographiques qu'on va lier avec son pendant dans la blockchain. Et ça apporte une sûreté qui est très forte. Parce qu'on ne va pas résoudre dans la blockchain ce que le droit sait faire ou a des difficultés parfois à résoudre. Quand on pense par exemple à l'incomplétude d'un contrat, résoudre tout ça en blockchain, ça me semble assez compliqué. Et ensuite, pour revenir sur le point de la sécurité des réseaux blockchain, c'est une question qui est difficile, la sécurité en général, parce que c'est très hétérogène. Ça dépend éminemment de la gouvernance. Sur un réseau public, la gouvernance, on va dire qu'elle est à la fois extrinsèque, puisqu'on a un réseau de mineurs, du hardware, de l'électricité, et intrinsèque par l'algorithme. Dans un réseau privé, on a essentiellement de l'algorithme, et après, comment on distribue des nœuds. Mais il y a beaucoup moins d'input, on va dire, dans le modèle qui assure la sécurité. Donc ça dépend vraiment de l'architecture. Merci. Vous voulez compléter ? C'était par rapport au Code is Law, en fait, on a tendance à dire Code is Law, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on s'est dit c'est génial, on va mettre un programme dans une blockchain et ensuite on ne pourra plus rien changer. Et en fait, le principe des blockchains, c'est pas Code is Law, mais Consensus is Law. C'est-à-dire que c'est le consensus de la communauté ou de l'écosystème privé qui va décider de l'avenir de la blockchain et de l'avenir du code. Donc en fait, le Code is Law est faux. C'est vraiment le consensus qui règle et qui régule en permanence la blockchain. Merci.
Alors, je vous propose de passer tout de suite au dernier thème, un peu plus géostratégique et prospectif. Donc, blockchain, quel écosystème international? Donc, première question pour Clément Berger-Lefranc. Quelle est la situation de la France par rapport aux autres pays en termes d'expérimentation, mais également en termes de réglementation? Est-ce qu'on est plutôt en avance? Comment vous décririez la situation? Alors, la France est relativement dynamique par rapport à la blockchain, un peu comme la capacité de ces startups à avoir des idées et à innover. La réalité, c'est que, comme d'habitude, on se retrouve avec un environnement américain qui a beaucoup d'avance et qui a beaucoup d'annonces sur les sujets. Et puis, comme ça vient quand même de là-bas, de l'Asie, une forte dynamique, d'autant plus avec ces applications financières. Donc, aujourd'hui, sur le panorama, on a beaucoup d'effets d'annonce aux États-Unis. Alors, des effets d'annonce parce que aujourd'hui, on n'a pas de réalité concrète. Ils ne montrent rien. Alors, on ne sait pas s'ils ne montrent rien parce qu'il n'y a rien derrière et c'est des effets d'annonce, ou parce qu'ils ont la culture du secret. Côté Asie, on a énormément de contributions sur ces éléments. La France, d'un point de vue grand public, découvre le sujet depuis peut-être 8 mois, 1 an maximum. Heureusement, il y a déjà des startups, des entreprises qui avaient déjà initié des projets. Donc la France, on est plutôt bien positionné. La problématique qui va se passer, c'est, et on va rejoindre peut-être un peu le réglementaire, c'est, comme disait Hubert de Vauplaine, il faudrait peut-être aussi initier. Parce que si l'État ne fait rien, nous, on va se battre avec nos moyens, et puis on va avoir des annonces, comme par exemple à Dubaï. Je pense que vous avez pu entendre qu'à Dubaï, ils ont un objectif que l'État soit 100% blockchain. Alors, quand vous avez des effets d'annonce comme ça, forcément, ça accélère les choses. Donc en France, on a démarré plutôt vite par rapport aux deux géants asiatiques et américains. Reste à essayer de garder notre avance et d'avoir des supports dans ces axes-là. Voilà. Concrètement, sur les projets, les startups prennent des risques. Nous, on le voit avec les grands groupes. Ils sont prêts à investir, à prendre des risques et à avancer. Donc cette avance, on va tout faire pour essayer... Enfin, cette petite avance, on va essayer de le conserver sur nos sujets. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Pour compléter sur le panorama du développement des startups. En fait, les inégalités et les asymétries qui peuvent exister dans les écosystèmes startups, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, et en Europe, se répliquent exactement pareil dans la blockchain. Il ne faut pas oublier qu'en France, si on regarde et qu'on fait une comparaison avec le système du venture capital et ce qui a été investi par les industriels dans la blockchain, c'est moins de 1% du total des investissements. Donc on est dans une asymétrie totale et il ne faudrait tout de même pas chercher à trop enjoliver ce constat. Et quand on regarde en fait les pays de tête dans les startups blockchain qui lèvent des fonds et qui arrivent à développer des partenariats industriels, évidemment en tête on a les Américains. Ensuite, un consortium asiatique, on a quelques startups chinoises de Hong Kong qui développent des choses, et les Israéliens qui sont aussi très en avance. Et c'est exactement les mêmes asymétries qui sont existantes dans le monde du numérique et des startups aujourd'hui. Israël, qu'on appelle la Startup Nation, c'est la seconde nation en termes de startups cotées auprès du Nasdaq. Donc c'est les mêmes asymétries qu'on a. On a des VC israéliens qui sont très agressifs quand ils investissent. Et ils n'investissent pas à l'international, ils investissent dans les startups israéliennes. Et ils sont capables de mettre des tickets de 10 millions en site série A. Donc on a un véritable investissement qui est agressif. Ensuite, sur le développement des pilotes et des POC dans les services financiers, il y a une certaine différence de culture entre les services financiers, les banques françaises et la collaboration qu'on peut avoir par ailleurs avec les mêmes services financiers et leurs concurrents américains. C'est pas tout à fait la même culture. Une fois qu'on s'engage dans un process d'innovation et qu'on s'accorde sur un pilote, les process vont être beaucoup plus courts. Les personnes qui peuvent être mises à des postes pour conduire ces pilotes-là vont aller beaucoup plus vite avec beaucoup plus de moyens. Donc ce qui fait qu'on va plus vite. Je voudrais compléter en étant politiquement un peu plus incorrect, parce que je ne suis pas une start-up, donc, donc je peux dire des choses que tu as peut-être un peu plus de mal à dire. Il y
y a, et c'est pas qu'en France, mais mettons, on est en France ici, il y a une tendance plus naturelle à confier un POC à un grand groupe de consultants qu'à une jeune start-up. Et quand on le confie, et quand une jeune start-up confie, pardon, quand un grand groupe financier confie quand même un POC à une start-up, le prix est divisé au moins par 10, voire beaucoup plus, pour faire exactement la même chose. Donc tout ça pour dire que nos start-up qui sont géniales, si vous les aidez pas, si vous, là dans la salle, vous les aidez pas, eh ben effectivement, cette avance pour cet instant, elle va disparaître au profit effectivement de ce qui se passe aux États-Unis, en Asie et en Israël, parce que la technologie et l'intelligence, elle est chez ces startups. Il faut simplement accepter que quand je fais un POC, je ne vais pas payer ça 15 000 euros, si vous voulez. Ça vaut un peu plus cher. Et je vais rajouter aussi une petite chose, on l'a peut-être oublié, mais c'est assez important de le dire quand même. Parmi les grands groupes, il y a quand même AXA qui a financé Blockstream. Malheureusement, ce n'est pas une start-up française, mais c'est la start-up qui possède à peu près tous les gros développeurs core de Bitcoin. Et en fait, AXA a quand même réussi à financer une des startups qui va permettre de développer le plus la blockchain dans les années à venir. On voit quand même que les grands groupes français réussissent à se positionner relativement bien au final par rapport à la blockchain. Et par rapport à une autre chose quand même où on est assez bien placé en France, c'est la communauté. Donc avec CryptoFR, je peux le voir assez facilement. On est plus de 800 déjà sur un Slack, tous à discuter de blockchain. Et en fait, on a aussi la chaîne tech qui regroupe la plupart des acteurs blockchain français. Il y a peu d'équivalents en fait dans le monde. On est assez au niveau communautaire. Les Français sont relativement en avance sur le reste du monde en fait. C'est parce qu'ils aiment beaucoup débattre, c'est pour ça. C'est possible. Merci. On a beaucoup parlé de la France. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives transfrontières comme l'initiative R3 ? Clément Berger-Lefranc, est-ce que vous avez un avis sur le sujet ? C'est une question piège. Un avis sur R3, c'est... donc R3, oui, c'est le consortium bancaire où les banques se réunissent, donc le club dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des investissements qui sont faits. Je pense qu'il y a eu beaucoup de promesses par rapport à un sujet. Je ferai juste un constat. Pour le moment, il y a des JP Morgan qui viennent d'annoncer leur sortie de ce type de projet-là. Forcément, sur ce type de projet-là, on mutualise des investissements sur une nouvelle technologie. Aujourd'hui, ça n'a peut-être pas énormément de sens. Je crois qu'il va y avoir un gros travail parallèle sur de la normalisation, et c'est peut-être ça le plus gros sujet. Quand on met en place une blockchain, on met en place un processus qu'un réseau complet adopte. Et donc, on fait une structuration et une normalisation de ces systèmes. Donc, soit ça peut passer un peu par des consortiums, les assureurs aussi ont lancé un consortium sur ce sujet-là. Comme on pouvait discuter d'autre part, c'est certains qui vont supporter l'investissement de la normalisation pour que tout le monde en bénéficie. Donc la blockchain n'a pas forcément besoin de ces consortiums, mais peut-être de projets beaucoup plus concrets qui vont s'imposer et devenir la norme de demain. Je voudrais remettre un petit point de politiquement incorrect sur le sujet. Quand on parle blockchain, on parle standard. Quand on parle standard, ça dépend encore une fois si on est dans une chaîne publique ou dans une chaîne privée. Quand on est dans une chaîne publique, on est en open source. Donc la question de la propriété intellectuelle ne se pose pas. Quand vous êtes en consensus ou en club, il y a de fortes chances que vous soyez dans une chaîne privée. Et là, la question de la protection de la propriété intellectuelle, pour la partie qui ne proviendra pas de la chaîne publique, mais qui sera purement du développement interne, propre à la chaîne privée, va se poser. Et là, on a des positions assez différentes entre des Microsoft, des IBM et autres, selon que ces développements complémentaires qui sont faits pour les chaînes privées sont protégés de droit ou pas. Et vous voyez qu'il y a vraiment des enjeux financiers très importants par derrière dans tous ces consortiums financiers. Ce n'est pas uniquement je partage le coût de développement, c'est aussi qu'est-ce qui se passe sur la protection des droits sur ces développements que j'ai faits.
Si je peux compléter par rapport à R3 spécifiquement, je pense qu'effectivement, une des raisons principales des claquages de portes récents était effectivement liée aux demandes d'investissement, de réinvestissement, et qu'effectivement les incertitudes sur l'issue de la propriété et des bénéfices aux premiers entrants et à ceux qui rejoindraient par la suite, et pour le coup la question centrale. Au-delà justement, et à savoir ce qu'il en est de ces quelques projets internationaux, c'est le cas d'R3, c'est le cas aussi d'autres groupements de banques qui travaillent autour d'infrastructures, on va dire communes, sur la base de registres partagés, et qui permettraient de l'échange, donc du transfert du paiement et de l'échange d'assets. Là, ce dont on parle, c'est des infrastructures de marché. Pour les acteurs existants, les bénéfices, ils sont assez simples, et ils sont essentiellement sur la réduction du back-office, la réconciliation, et le fait, l'opportunité de minimiser le collatéral qui est engagé. Aujourd'hui, historiquement, la construction des infrastructures de marché, ça a comme nécessité un ensemble très important, très large, d'acteurs, de se mettre d'accord sur des standards, des standards de données, des standards de contrats, des standards d'interface, et des harmonisations à la fois métiers et juridiques, et des harmonisations sur des règles marché, sur une organisation du marché. Et le faire évoluer, ça veut dire repasser par ces étapes, qui a pris, pour les infrastructures de marché aujourd'hui, c'est 10 ans, 15 ans, T2S, c'est 15 ans de projet, pour finalement aboutir à des réelles évolutions profondes sur les infrastructures de marché. Et tout ça, ça nécessite donc d'organiser. Et l'organisation de l'évolution de tout ça, qu'on le veuille ou non, c'est assez simple, ça a un gros mot, ça s'appelle de la gouvernance. Et cette gouvernance-là, elle est à fixer. La blockchain et la dynamique qu'il y a autour de la blockchain, ça peut constituer un véhicule mais quelque part, la standardisation, l'harmonisation est quelque part un prérequis. En tout cas, c'est un élément constitutif d'un projet qui viserait à faire évoluer tout ça. Et l'atout fort, s'il y a un atout fort des instances existantes ou des consortiums existants, les instances existantes, je pense à T2S, je pense à Swift, etc., c'est le fait d'avoir organisé cette gouvernance. La valeur, elle n'est pas tant dans la plateforme technique elle-même qui est mise à disposition, que dans le fait d'avoir organisé une gouvernance et d'avoir fédéré un certain nombre d'acteurs. Et le tout dernier point concernant tout ce qui est les échanges internationaux, c'est qu'aujourd'hui, la situation, je pense, est assez différente aux États-Unis, et où on a un marché qui finalement est assez fragmenté, et en Europe, où on a des infrastructures qui sont relativement intégrées, avec un écosystème qui est assez performant, où on parle beaucoup de T+0 quand on parle de blockchain, où aujourd'hui, en réalité, si on voulait, on ne serait pas loin du T+0, mais sauf que c'est une organisation du marché qui fait qu'on est à T+2, parce que l'ensemble des acteurs se sont accordés sur le fait qu'on soit à T+2 et qu'on savait le gérer comme ça. Techniquement, on sait le réduire, mais aujourd'hui, l'organisation du marché n'est pas faite telle que. Et donc, un système sur une base de registre partagé est possible. Toujours est-il qu'aujourd'hui, à très court terme, les incentives pour y aller, pour basculer, apparaissent quand même relativement limités. Donc si je construisais mon système aujourd'hui from scratch, je me dirais que c'est peut-être une solution qui est intéressante, qui est élégante et qui est performante. Est-ce que ça suffit pour être un driver pour demain matin les changer? Je ne suis pas sûr. Je voudrais revenir sur la question de la standardisation. C'est une question évidemment qui est importante, mais il y a plusieurs façons de faire de la standardisation. La standardisation qui vient du haut, façon consortium, très bien. Après, on peut aussi avoir des moyens quasiment politiques de l'appliquer. Et quand vous regardez ce que fait Digital Asset Holding, qui est une start-up qui a agrégé différents acteurs industriels, à peu près toutes les banques américaines, ou grandes banques américaines qui sont à son capital, qui aujourd'hui a un accord de partenariat exclusif avec ASX, Australian Stock Exchange, et depuis ce partenariat exclusif, a réussi à saisir le bureau de normalisation australien pour pouvoir imposer une forme de normalisation donc descendante, top-down, sur la blockchain. Et ça peut être un problème puisqu'ils ont un pouvoir pour délimiter le type de technologie qu'on peut utiliser. Maintenant, il y a une autre forme de standardisation, et quand on est une start-up qui n'a pas une approche avec des grands industriels en consortium, c'est au fond de développer différentes briques qui vont pouvoir connecter différentes blockchains ensemble. Et donc, au fond, d'avoir des canaux pour que des blockchains se parlent. Et c'est le choix qui est retenu par Stratum. Et notre stratégie est tout à fait différente, dans le sens où on ne va pas
dès le début, bâtir un consortium avec différents industriels, mais travailler main dans la main avec des grands industriels qui sont au cœur de leur chaîne de valeur, bâtir des relations et développer notre technologie au sein de leur organisation pour ensuite déployer nos systèmes au sein de toute leur chaîne de valeur. Et enfin, le second point que je voudrais aborder très rapidement, c'est sur les temps d'implémentation de la blockchain. Alors évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais quand on regarde historiquement, par exemple à la fin des années 60, quand le système financier américain s'est digitalisé suite à ce qu'on a appelé la crise, la paperwork crisis, la crise des papiers, parce que les brokers étaient littéralement inondés sous les trades qui se passaient avec des papiers. Il y a eu une digitalisation de ce secteur, des services financiers de Wall Street. Un sixième des brokers est sorti du marché parce que certains n'avaient pas, les petits brokers n'avaient pas les moyens de s'acheter l'ensemble de la mécanique qu'il fallait avoir pour communiquer avec les places de marché. Et ça s'est développé de 68 à 71. On a installé ce système IT. Donc, quand on a des systèmes qui peuvent s'implémenter soit from scratch, soit en connexion avec des systèmes legacy, on peut aller relativement vite. Et je suis assez confiant dans une marge qui ne prendra pas non plus 15 ans. Pour une implémentation à peu près full scale, ça nous semble faisable d'être dans les 5 ans aujourd'hui, quand on voit les vitesses de développement, notamment avec nos partenaires américains. Je voudrais compléter le premier point pour ne pas sous-estimer la force top-down des consortiums. Les Australiens ont saisi tous les comités nationaux de normalisation, en France l'AFNOR, pour standardiser la technologie blockchain. Donc l'AFNOR est aujourd'hui officiellement saisi par son équivalent australien pour une standardisation. Donc voilà, c'est du concret. Alors du coup, ça me permet de faire une bonne transition vers la dernière question qui est destinée à Guillaume André. Donc, compte tenu de cet état des lieux sur les logiques transfrontalières et la problématique des standards, d'après vous, si on prend un peu de recul, comment est-ce que la blockchain peut s'insérer dans un écosystème financier globalisé? Et comment vous y travaillez au sein des instances de régulation françaises et européennes? Alors, à cette étape et en l'état des réflexions, on est sur la prospective, et donc on travaille très simplement sur la base de scénarios, que ce soit nous au niveau de la Banque de France ou avec nos homologues européens et dans le cadre du système bancaire européen et avec la Banque centrale européenne également. Pour n'oublier personne, on travaille sur la base de scénarios avec effectivement des réflexions sur qui vont je conserve finalement un fonctionnement assez ISO, et potentiellement j'ai blockchain-washé une partie de mes infrastructures, jusqu'à j'ai un repositionnement de certains acteurs sur ma chaîne de valeur, voire j'ai des éléments de disruption. Et donc ça c'est des réflexions qu'on a. C'est des réflexions qu'on a entre banques centrales, et qu'on a aussi en impliquant les banques commerciales. Les initiatives qui se font dans le cadre des consortiums et entre banques commerciales, et qui ressemblent, en tout cas, qui pourraient amener à une libéralisation d'une partie des infrastructures de marché, bien sûr nous interpellent, et c'est pour ça qu'on se rapproche aussi de ces consortiums-là pour discuter et voir dans quel cadre est-ce que finalement les banques centrales ont un rôle à jouer en appui, en support potentiellement à ces initiatives. Mais aujourd'hui, on est bien sur le terrain de la prospective moyen-long terme. Merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter les uns et les autres sur ce sujet? Sur ce dernier point, donc les régulateurs, c'est à côté Banque centrale, côté securities, côté titres, l'ESMA a sorti déjà un document, pour ceux qui le connaissent, donc qui justement vient dire si vous fonctionnez comme ceci, attention, vous devez avoir tel statut, par rapport à ce que je disais tout à l'heure. La Banque centrale européenne n'a pas encore sorti un tel document pour tout un tas de raisons. Ils ont constitué une équipe il y a peu de temps, enfin, je connais bien son responsable, c'est un copain, mais
voilà, il y a exactement ce que vous disiez. Il y a le côté, c'est quoi l'impact pour la Banque centrale en termes de politique monétaire? Bon, peut-être pas tout de suite, mais en tous les cas, de système de paiement, certainement. Et je rappelle qu'en un système de règlement livraison, il y a une branche paiement, donc ça intéresse la Banque centrale. Et puis, il y a toutes les initiatives privées qui, effectivement, ne sont pas directement dans le champ de la Banque centrale. Mais là, on voit, et l'ESMA montre bien que même dans des sujets comme le dépositaire central, le système de règlement livraison, les systèmes de bourse, etc., l'aspect réglementaire reprend son dessus. Oui, allez-y. Ok, bon. Écoutez, je vous remercie pour vos interventions et on a quelques minutes pour les questions-réponses. Donc si vous avez des questions dans la salle, je vous invite à prendre la parole. Bonjour. Ouais, j'avais une question concernant l'hypothèse que vous aviez formulée au début en disant qu'il est possible de mettre une surcouche sur une blockchain qui permettrait d'accélérer les transactions pour faire en sorte qu'on puisse faire du paiement à une fréquence tout à fait intéressante. Et qu'est-ce qui ferait qu'on peut mettre en place quelque chose qui fonctionnerait comme ça alors que ça ne marche pas sur le Bitcoin, par exemple, c'est trop lent? Qu'est-ce qui change entre ces deux techniques? Vous parlez de la surcouche sur Bitcoin dont j'avais parlé. En fait, c'est ce qu'on appelle une sidechain. C'est une blockchain en fait, qui est rattachée à Bitcoin. L'intérêt de ce rattachement, c'est d'utiliser en fait, le consensus de Bitcoin qui permet de sécuriser efficacement la sidechain. Donc on va pouvoir créer en fait, des chaînes qui peuvent être des chaînes privées. Ce que fait Blockstream actuellement, c'est déjà des chaînes privées, mais des chaînes qui auront la sécurisation de Bitcoin. Ce qui est quand même très intéressant parce que ça permet en fait d'éviter ça permet d'éviter les risques de hack ou ce genre de choses sur la chaîne, sur la sidechain. Et là-dessus, donc il y a plusieurs boîtes. Vous pouvez peut-être regarder ou voir contacter A5 qui travaille dessus en France. Il y a un point sur le paiement par rapport à des visas, Mastercard ou autres, c'est qu'il est contractuellement prévu, je ne sais plus si c'est contractuel ou réglementairement prévu, que le temps de réponse à l'interrogation sur le terminal de paiement doit être de l'ordre de la milliseconde. Donc on verra quand est-ce que la blockchain sera capable de répondre en millisecondes, comme le fait aujourd'hui les terminaux de paiement connectés au grand système de paiement. Mais aujourd'hui, il y a une obligation, je ne sais plus si c'est réglementaire ou contractuelle, de l'ordre de la milliseconde. Ouais. C'est quelque chose. Ouais. Au niveau des blockchains, c'est Ethereum par contre qui désirerait faire ce genre de choses techniques sans surcouche d'ici peut-être 2 à 3 ans. Là, en fait, on arriverait d'ici 2017, peut-être mi-2017, à Ethereum 1, qui passerait d'une quinzaine de transactions aujourd'hui à peut-être 1000 transactions par seconde, et avec l'objectif d'arriver à des centaines de milliers de transactions d'ici 2 à 3 ans. D'autres questions? Bon, merci. Je remercie tous les intervenants pour leur participation et merci à vous pour votre présence. Merci.